à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. C'est encore jeudi, on commence par un sourire. Vous savez qui est là. Et déjà, nous sommes aujourd'hui, jeudi 25 février 2020. C'est le dernier numéro de l'actualité, un débat de ce mois de février. Et jeudi, souvent nous sommes avec deux invités, Abbas Issaka et Eladj Tchabouré Bouraïma. Abbas Issaka est le directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. J'espère que tu as bien passé ta congé. Très bien, très bien. Ça s'est bien passé? Oui. Okay, merci. Juste qu'on ne va pas tout dire ici. Eladj Tchabouré Bouraïma, le patron du journal Le Messager. Tchabouré, oui. Bonjour. Oui, bonjour Anita. Bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Bonjour à la dame. Oui, bonjour toujours à la dame, elle le sait même si je ne précise pas. Mais je voudrais te poser une question. Pourquoi on ne peut pas tout dire ici? Tu as eu 2 semaines, 2 bonnes semaines. Non, on va faire l'émission. Tu es resté à la maison, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Maintenant tu viens, mais il faut quand même nous dire ce qui s'est passé pour que les internautes, les téléspectateurs puissent quand même savoir qu'est-ce qui s'est passé. On va se dire dans les coulisses, il y a de l'autre côté David. En tout cas, je te fais confiance Bien pour sûr. que tu me dises tout. Je n'ai pas changé. Oui, non, tu as changé, toi tu le sais, tu as pris du poids. Et on sait quand on prend du poids, on sait ce que c'est. Ok. Merci de faire la mauvaise publicité. Alors, nous allons commencer comme à chaque fois par les informations sur le coronavirus. Hier, dans l'après-midi, on a appris que le Ghana, à côté, a eu sa dose de vaccin anti-Covid. Et le Togo s'est promis pour cette semaine quand même. Nous sommes aujourd'hui le jeudi. On attend jusqu'à dimanche pour voir ce que ça va donner. Mais Abbas, aujourd'hui, c'est comme si la communication ne tourne plus autour des mesures barrières, mais la communication tourne autour de ce vaccin-là. Est-ce qu'on doit négliger les mesures barrières avec l'arrivée du vaccin? Non, au même moment qu'on fait la sensibilisation et la campagne sur l'arrivée du nouveau vaccin qui va servir à amoindrir ou bien à bloquer le virus, je pense qu'il faut continuer par aussi faire la sensibilisation et la communication. Parce que quel que soit le cas, le vaccin ne va pas immédiatement guérir les gens. Parce que ça doit avoir un temps de vie, du moment où ça a pris. Et puis ce ne sont pas ceux qui sont déjà malades qui vont être injectés, donc vaccinés. Donc, ce qui veut dire qu'on doit continuer. On ne doit pas relâcher par la sensibilisation sur les autres mesures barrières, à savoir le lavage des mains systématique, le port de cache-nez et puis la distanciation sociale. Parce que du moment, si on commence par abandonner ça, c'est que les gens vont croire que c'est parce que le vaccin est arrivé, donc la maladie aussi est immédiatement écartée. On doit continuer cette sensibilisation. Et lorsque le vaccin va arriver, on doit amplifier également, ou même pendant qu'on fait la sensibilisation sur le vaccin, et qu'on fasse aussi, qu'on allie les deux. Et la sensibilisation sur les mesures barrières et la sensibilisation sur le vaccin. Et je pense que les deux vont aller de pair. Oui, quel que soit le cas, les gens ne vont pas continuer par dire que le vaccin, là, la maladie est passée. On doit continuer par laver systématiquement les mains. Vous avez vu que même le virus Ebola qui est parti est revenu en force. Or, à ce moment également, on nous disait de laver les mains et autres, d'éviter de manger. Mais normalement, Ebola ne devrait plus revenir, puisque le lavage des mains rentrait dans nos habitudes et autres. Oui, non, c'est pour ça que j'ai dit. C'est pas la même chose. C'est pour ça que j'ai dit le coronavirus peut revenir, même si on vaccine les gens, puisque on avait eu à vacciner par rapport à Ebola. Il y a des vaccins qui sont passés. On a fabriqué des vaccins et les gens ont été vaccinés. Mais finalement, c'est revenu. C'est pour dire que, quel que soit le cas, on ne doit pas abandonner les mesures barrières. On doit continuer par les observer et voir ce que le vaccin va nous donner. Même après la vaccination, il faudrait qu'on continue par parler des mesures barrières
à faire de sorte que tout le monde respecte ces mesures barrières-là. Voilà, Tchaboré, parlons de la communication. Aujourd'hui, cette force là, qui est venue remplacer la FOSAP, quand vous allez dans les carrefours stratégiques, on ne voit pas la présence de cette force-là. Ce qui fait que les gens ont leur cache-nez au niveau du menton, les gens ont dans la poche, il n'y a personne, donc on circule. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les gens reprennent les bonnes habitudes? Ce qu'on doit faire, Anita, je pense que... je ne sais pas si peut-être que c'est ma perception de la chose, je pense qu'on a fait un faux pas. Et je suis convaincu que le gouvernement doit en être conscient qu'il a fait un faux pas. D'abord, le fait de dissoudre, entre guillemets, la FOSAP, et le fait de ne s'être pas préparé en amont pour que le groupe MIS soit effectivement mis en place pour déterminer ses prérogatives. C'est vrai qu'en Conseil des ministres, on avait eu à dire ce que ce groupe MIS va faire, mais le fait de n'avoir pas pris le temps en amont de rassembler tous les acteurs qui devraient intervenir dans ce groupe MIS, de l'installer officiellement pour déterminer ses prérogatives avant de pouvoir dissoudre la FOSAP. Aujourd'hui, lorsque vous faites une comparaison, je vous le dis, le groupe MIS a commencé son travail. Moi, j'ai vu les brassards des policiers, des agents de force de l'ordre, où on a écrit le groupe MIS. Mais le travail qui avait été fait, lorsque vous faites la comparaison, par rapport à ce que la FOSAP a fait, il y a une grande différence. Ce qu'au niveau de la FOSAP, il y avait une certaine efficacité. Est-ce que c'est aussi visible comme pour la FOSAP? Parce que la FOSAP, quand vous arrivez, vous les voyez, en même temps, vous savez que c'est... C'est ce que j'ai dit, Anita. Nous disons la même chose. Je pense que ce n'est pas visible. Et l'engouement avec lequel le gouvernement avait mis la FOSAP en place et les gens avaient adhéré et cela avait donné eu une certaine, je ne sais pas, une certaine efficacité, une certaine action sur la population. Ce n'est pas la même chose avec la force MIS qu'on nous a mis en place. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur qui peut être corrigée si aujourd'hui les autorités prennent sur elles l'initiative de pouvoir rassembler tous les acteurs. Je ne suis pas sûr que sur toute l'étendue du territoire, parce que ce groupe MIS, c'est pour englober tout le monde. Je sais que le gouvernement avait l'ambition de pouvoir associer tous les élus, et que ce soit les élus locaux et autres, et la société civile, pour qu'on puisse faire un travail efficace. Mais je pense qu'on n'aurait pas dû de sitôt dissoudre la FOSAP. On aurait laissé la FOSAP, on aurait pu laisser la FOSAP continuer par travailler le temps de s'assurer que ce groupe MIS a été mis en place et a commencé son travail. Voilà le constat qui est fait. Aujourd'hui, avec la FOSAP, lorsqu'on fait la comparaison, c'était dissuasif. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match, c'était dissuasif. Et puis les gens, même si certains attendaient voir les forces de l'ordre avant de pouvoir mettre leur cache-nez, ils les mettaient quand même. Mais aujourd'hui, avec ce groupe MIS, on ne sent rien. Tout est morose. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait même pas si cette force existe. Et on ne sait même pas comment est-ce qu'elle travaille. Ce groupe-là travaille. Ça, il faut le dire. Si on ne sait pas faire, le nombre de contaminations va grimper. Non, ça compte. Non, c'est pas si on ne sait pas faire, le nombre de contaminations grimpe. À ce jour, vous avez vu les chiffres. Ça grimpe. Les gens ont essayé d'imputer ça au fait de fin d'année. C'est vrai, il y a eu les fêtes de fin d'année. Mais il faut dire que ce relâchement est dû au fait qu'il n'y a pas une force derrière les populations. Parce que la force, le groupe qu'on a mis en place est un groupe qui est souple, qui n'est pas rigide, qui ne fait pas le gendarme. Le Togolais a souvent peur du bâton. C'est ça, qui ne fait pas le gendarme derrière la population. Donc c'est une inquiétude, je ne sais pas comment est-ce que les autorités vont s'y prendre pour remédier à cela. C'est une inquiétude qui est là et c'est un constat que tout le monde fait. J'étais avec un spécialiste, un homme de la médecine, qui dit, franchement, c'est un constat, le relâchement est là et qu'il y a une différence au moment où la FOSAP était là et en ce moment où on a mis le groupe MIS en place. Donc il va falloir que les autorités regardent ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir remédier. Sinon, franchement, Anita, nous sommes en train d'aller directement au mur.
avec ce groupe, la mise en place même avec l'arrivée du vaccin. À part ça, vous en avez même parlé dans votre avant-dernière parution, si je me souviens bien, par rapport au relâchement. C'est vrai qu'à un moment donné, on parlait du relâchement, que les gens étaient fatigués, mais depuis que la FOSAP a été dissoute, c'est carrément un chaos. Hein. Les gens se promènent, vous circulez, vous voyez, les gens sont cachés. Les gens sont là. Oui, je l'avais traité, c'était la semaine passée, où j'ai dit à quand la prise de fonction du GSM. Parce que, attention au relâchement. Nous avons dit que souvent, on dit dans un adage que le commencement de la sagesse commence par la peur du gendarme. Et puis qu'on a dissous cette force anti-pandémie, vous avez vu, le relâchement est total. Quand vous allez dans les lieux publics, au niveau des marchés, à l'entrée des marchés, avant il y avait les forces de sécurité, la FOSAP qui était à l'entrée des marchés pour contrôler, pour surveiller les gens. Ils entraient même dans les marchés pour contrôler. Ils faisaient les tours par rapport à tout ça là. Et dans les bars, quand vous arrivez dans les bars, souvent tu vas voir les gens de la FOSAP qui sont là, entrés surtout vers 18h, 19h. Mais des fois, ils sont là, mais les gens font ce qu'ils veulent. Ils sont là, mais quand vous êtes là, vous ne respectez pas, ils vont dire, respectez la disposition de table sur les choses. On ne peut pas boire et mettre la bavette, mais respectez souvent la distanciation. Quand ils voient qu'il y a plusieurs personnes qui sont agglutinées autour d'une table, ils leur demandent de s'écarter, de doubler ou bien de tripler les tables. Au moins, ça donnait au moins quelque chose aux gens pour dire qu'effectivement la maladie est là. Mais aujourd'hui qu'on a dissous cette force-là, on ne s'est même pas préparé, comme le disait Tchabouri tout à l'heure, on n'a pas préparé une autre force, on ne s'est pas préparé d'abord avant de dissoudre celle-ci. Si on veut associer... C'est peut-être une question de moyens. Oui, mais si c'est une question de moyens, si on veut dissoudre quelque chose et on veut mettre en place une nouvelle, on prend des prédispositions, on calcule, on le fait selon ses moyens. On ne peut pas immédiatement dire que nous dissolvons ceci aujourd'hui. On crée immédiatement l'autre. Or, quand on crée avec les civils, on veut associer les civils. Si on veut associer les civils, il faut les former. Est-ce que les gens sont formés ou bien c'est le temps de formation que nous sommes en train d'assister? En temps, nous sommes dit que ou bien c'est parce que c'est par rapport à l'arrivée de ce vaccin qu'on a mis en place pour que les gens puissent aller aussi dans les tréfonds pour au moins sensibiliser les gens. Mais on nous dit que non, ce n'est pas ça, qu'il faudrait mettre en place les comités au niveau des cantons, au niveau de toutes les localités. On prend les CDQ, on prend les CDV, tout ça là, pour les mettre et les former. Mais pendant ce temps-là, les gens sont en train d'oublier que pour eux, c'est qu'il n'y a plus maladie. Et pendant ce temps, le virus circule également. Donc tout ceci là, je pense que le gouvernement a mal fait en dissolvant directement ce corps, en mettant en place un autre groupe mixte qui aujourd'hui ne fait pas le travail. Aujourd'hui, comme tu le dis, quand tu vas dans les grands carrefours, auparavant tu vas voir FOSAP ici, et c'est dissuasif. Aujourd'hui, c'est par endroit très minime que tu vas voir GSM, brassage GSM sur les policiers. Maintenant, mais avant, moi, de ma maison à la télé, je voyais au moins 3 fois ces forces-là. Oui. Mais aujourd'hui, je ne les croise plus avant d'arriver. Maintenant, quand on donne GSM aux forces de sécurité et les civils, on va les distinguer comment? On ne sait pas comment ils vont travailler. Est-ce que ce n'est pas les gilets? Si c'est les gilets, on ne nous dit rien. Donc ce problème-là, il faudrait, comme on le dit tantôt, que le gouvernement prenne le taureau par les cornes et se dise que ce n'est pas par moi que ça va commencer pour dire qu'il y a un relâchement. Parce que quand le gouvernement ne prend plus des actions concrètes comme ça, les populations vont dire « Ah, c'est fini, c'est pour ça que le gouvernement ne réagit plus ». Et puis, on charge encore le coordonnateur de s'occuper de ce nouveau groupe. Lui, il est déjà... Il sera débordé. Il est débordé. Je me dis que c'est pour cela que rien n'est encore mis en place. Et qu'on fait semblant de nous faire voir les GSM en force de sécurité qui sont à quelques endroits même des grands carrefours. Il faudrait qu'on les décharge un peu. Il y a des gens qui peuvent aussi s'occuper de ça. Et faire de telle sorte que les choses là, ça marche.
Mais sinon, sortez tout à l'heure, et Anita, sortez tout à l'heure et vous allez voir juste au niveau de la Lonato, à côté du service passeport, vous allez voir l'attroupement qu'il y a là-bas. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au niveau du service de au niveau de au commissariat à Goy. Je ne sais pas c'est quel service il y a là-bas. Il y a la Lonato quelque part là-bas, juste à côté de Togo. C'est pas possible. Les gens même tout à l'heure et vous allez voir l'attroupement et comment les gens se comportent là-bas. C'est quand même dégueulasse. Et ça fait peur. Ça, et vous dites-vous, il n'y a aucune force de l'ordre là-bas. Personne. Il n'y a même pas de force de l'ordre en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement a cette charge régalienne de pouvoir s'occuper. D'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes en état d'urgence. De pouvoir prendre des dispositions pour que le virus ne se propage pas. Actuellement, voici ce que les gens se voient. Voilà comment les gens se comportent. Et qu'on ne voit aucune force de l'ordre pour ramener les gens à l'ordre. C'est quand même, c'est décevant. Et moi, je pense imaginez qu'une seule personne soit contaminée et rentre dans le Non, c'est fini. C'est fini, non? Ce sont des dizaines de familles nous le disons qui sont tantôt, contaminées. Je pense que c'est une erreur. Peut-être que on fait erreur, excusez-moi, mais la majorité de ceux-là, des spécialistes, de plusieurs observateurs, ont révélé que ce que le gouvernement a fait en dissolvant la FOSAP et en ne prenant pas les dispositions en amont pour que le groupe mixte... Est-ce que le comité scientifique ne peut pas intervenir et dire au gouvernement de revoir cette mesure-là? Non, si c'est ça, si le comité scientifique va intervenir, je crois que c'est entre eux, en comité. Ils font des propositions pour que le gouvernement puisse le voir. Mais c'est vrai qu'il y a des non-dits dans la dissolution de la FOSAP. Mais je crois qu'on aurait pu peser le pour et le contre en dissolvant la FOSAP et en prenant les dispositions pour que le groupe mixte qui va être mis en place soit aussi efficace que nous le pensions. Aujourd'hui, en toute sincérité, il n'y a pas d'efficacité avec ce groupe mixte. Nous le disons, nous pensons que les autorités nous suivent en ce moment. Nous pensons que les autorités nous suivent en ce moment. Nous pensons également que la coordination également nous suit en ce moment pour remédier. Il n'est pas encore trop tard pour qu'on puisse bien faire. Sincèrement. Eh bien, nous enchaînons avec la une des journaux. Nous parlerons toujours coronavirus avec la une du Mania Libéré. Le Mania Libéré paru hier qui est dans les kiosques à 250 francs. Eh bien, Abbas, campagne de vaccination contre le coronavirus. Ce qu'il faut comprendre, d'abord, les personnes concernées, la stratégie de vaccination et les effets secondaires ou pas. Abbas. Oui, vous avez vu que... Quelles sont les personnes concernées? Lorsque on a annoncé l'arrivée de ce vaccin, il y a eu des polémiques qui ont commencé. Ça continue toujours. Ça continue par alimenter les débats pour dire que... c'est pour rendre les gens stériles, c'est pour tuer les gens. Je vais même pas me faire vacciner, je n'entends pas me faire tuer pour rien. Donc, nous sommes dit que nous ne sommes pas normaux parce que... Et les infos, on en est allé les chercher. D'autres disent que c'est le 666. C'est pour être marqué par ce chiffre du démon. Ouais, on s'est dit, est-ce que là où ça a commencé par être vacciné, là, au niveau de l'Europe, avant que ça ne rentre ici, au Togo, avant que le vaccin n'arrive, est-ce qu'il n'y a pas un comité scientifique qui étudie? L'OMS a avalisé sur les vaccins qu'on veut amener ici. Donc, c'est l'OMS qui va essayer de dire que nous allons envoyer ces produits-là pour tuer les populations. Ou bien c'est le gouvernement qui va commander ces vaccins-là pour envoyer, pour sauver les populations de cette pandémie, qui vont dire, bon, comme les populations ne m'aiment pas, je vais faire tout, je vais envoyer les vaccins, on les vaccine, ils vont mourir tous. Ils ont leurs militants aussi. Et ils ont... Oui, voilà, c'est ça, ils disent. Donc, on va les tuer et on va voir. Nous seuls, on va rester pour diriger. Diriger qui? Diriger les cadavres. Donc, c'est ça qu'il faut enlever de la tête des gens. D'abord, le vaccin, ce n'est pas obligatoire. On n'oblige pas les gens. Il y a un âge, un certain âge à partir duquel on commence par vacciner. Et ce n'est pas tout le monde. Ce sont les personnes atteintes, d'abord. Les personnes qui ont déjà certaines maladies. Qui présentent des situations de comorbidité. Comorbidité, tout ça, là, qui seront vaccinés.
Et d'abord, les premiers à être vaccinés, ce sont les agents de santé qui s'occupent même de ces malades-là. C'est eux qui seront les premiers à être vaccinés. Et on verra par rapport aux autres maladies, ceux qui ont de la comorbidité, tout ça là, on va, et il y a à partir de 60 ans et plus, on va aussi les vacciner pour voir. Mais pour le moment, on ne voit pas où la polémique va naître. Certains disent pourquoi, quand ça va venir, il faudrait que d'abord ce soit le chef de l'État et son gouvernement qui se vaccinent d'abord pour voir s'il n'y a pas de réaction à leur niveau. Si, je le dis toujours, quand il n'a pas plus de 60 ans. Il n'a pas encore 60 ans. Il ne présente pas de situation de comorbidité. On va aller l'injecter. Ce n'est pas gaspiller le vaccin. C'est eux même qui vont dire, les populations vont dire, ah bon, on a amené les vaccins, vous avez commandé les vaccins pour nous vacciner, pour nous mettre en chose contre la maladie, pour nous prévenir de la maladie. Maintenant, vous autres, vous prenez tout pour vacciner, vous et votre famille. Donc tout ceci là, c'est un truc, il y a une antinomie dans les comportements des gens. C'est pour cela que nous avons Vous êtes revenu sur les personnes qui vont vacciner. Et la stratégie de vaccination aussi. La stratégie, c'est d'aller, il y a déjà la stratégie mise en place par la coordination, où se faire vacciner, quand et comment, et à quel moment se faire vacciner. Quels sont ceux qui sont indexés. Eh bien, si vous voulez avoir toutes ces informations, c'est vrai que les journalistes, eux, ils ont depuis quelques jours déjà, la coordination se charge d'envoyer ça dans les rédactions. Non, si tu permets, oui, je voudrais oui, je vais vous laisser intervenir, Tchabouré. Ne vous en faites pas. Si vous voulez avoir toutes ces informations, le manière libéré est dans les kiosques. Depuis hier, c'est à 250 francs seulement. Vous l'avez, c'est à la page. Quelle page déjà? À la page 3, vous retrouverez toutes ces informations. Alors, Tchabouré, par rapport aux vaccins et aux polémiques qui vont avec. Non, je crois qu'il n'y a pas de polémique. C'est que les Togolais se ridiculisent. Excusez-moi. Ah bon? Oui, les Togolais se ridiculisent parce qu'au même moment que les gens profitent des réseaux sociaux pour dire ce qu'ils pensent et ils sont dans leur coin, au moment où ils ne proposent rien en compensation. Quand les gens disent que le vaccin... Ils vous diront peut-être que ce n'est pas leur rôle. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et puis d'abord, on nous a dit que le vaccin, il n'est pas obligatoire. Que ceux qui veulent se faire vacciner et qui sont dans la fourchette est limité par les autorités, que ces gens-là aillent se faire vacciner. Celui qui ne veut pas se faire vacciner, ce n'est pas encore un problème. Que la personne reste dans son coin et refuse de se faire vacciner. On n'oblige personne. C'est son droit. Mais, de grâce, peut-être que cette même personne viendra après 2-3 mois dire que nous voulons nous faire vacciner. Voilà pourquoi je dis que les Togolais, c'est de la pagaille. Les Togolais, on est habitués, c'est de la pagaille. Donc, moi, je fais confiance aux autorités, je fais confiance au comité scientifique mis en place dans notre pays, d'ailleurs, qui est sorti l'autre fois pour nous faire comprendre qu'il n'acceptera pas qu'on puisse amener un vaccin qui va tuer et les Togolais et leur propre famille. Donc moi, je fais confiance au comité scientifique, je fais confiance également à l'OMS, qui a homologué tous ces vaccins, qui a accepté que ces vaccins puissent nous être envoyés ici pour prémunir contre ce corona. Donc moi, en tout cas, les Togolais sont matures aujourd'hui pour comprendre que les réseaux sociaux ne nous font pas toujours du bien. Ceux qui sont là sur les réseaux sociaux à dénigrer le vaccin, à dénigrer ce que les autorités sont en train de faire aujourd'hui, je ne suis pas sûr que quelqu'un peut lever son petit doigt pour nous dire ce qu'il apporte en compensation ou ce qu'il apporte à défaut du vaccin. Personne ne peut le dire. Et ils le font. Lorsque vous les voyez en face, ils vous diront que ce n'est même eux qui l'ont dit. Donc on se connaît dans ce pays. Moi, je pense qu'il faut faire confiance au comité scientifique. Il faut faire confiance également aux autorités qui se battent pour que ce vaccin puisse nous être remis ici et pour que les populations puissent être vaccinées afin qu'on puisse atteindre l'immunité collective, c'est-à-dire avoir les 60% de la population vaccinée pour qu'on puisse arrêter la propagation. Aujourd'hui, il faut voir les conséquences de ce virus. Les activités économiques sont au ralenti, nous souffrons.
Et au même moment, on dit qu'il y a un remède et les gens pensent qu'il ne faudrait pas aller à ce remède. En tout cas, je le dis. Puisqu'il y a certaines personnes qui ne croient même pas moi, je le dis et je l'appuie. À l'existence de cette maladie. Anita, c'est aussi simple que ça. Que les gens croient ou bien qu'ils ne croient pas. Que quand le vaccin va arriver, ceux qui veulent se faire vacciner, aillent se faire vacciner. Ceux qui ne veulent pas, n'ont qu'à rester. Il n'y a pas de problème. On n'oblige personne. Je pense que c'est aussi simple. Moi, je demanderais même au comité scientifique et autres, là, de ne même pas chercher à insister. Que quand on nous amène le vaccin... Il faut sauver. Non, c'est ce que je dis. S'il faut sauver, ceux qui sont conscients, les Togolais qui sont conscients et qui se disent que je veux me faire vacciner pour protéger et ma population et ma famille, ils vont le faire. Mais ceux qui sont là et ils font du bruit sur les réseaux sociaux, ils n'ont qu'à rester faire du bruit sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils seront les premières personnes à se faire vacciner. Politique à présent, dans cette émission, le 22 février dernier, marquait le premier anniversaire, si on peut le dire ainsi. Il y a de cela un an, le Togo avait participé, avait organisé la présidentielle, une présidentielle qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est contestée par le camp d'en face. Si je dis le camp d'en face, je parlais de la dynamique Monseigneur Podo qui était arrivé en deuxième position. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Agbeome revendique sa victoire à Abbas et il parle toujours de transfert pacifique de pouvoir un an après l'élection. Il est dans le monde réel ou bien ce sont juste... C'est un rêveur. Un rêveur et un pagailleur fin. Donc on ne peut pas, après que le pays soit déjà lancé sur les rails, malgré la crise sanitaire qui nous secoue, dire transfert civique et transfert pacifique de quel pouvoir. Je sais qu'il est dans son rôle de contestataire, il conteste, c'est normal. Dans tous les pays, lorsqu'il y a élection, il y a aussi des contestations. Même aux États-Unis, on a contesté jusqu'à ce que celui qui Mais à un moment donné, on laisse tomber. On laisse tomber. Maintenant, aux États-Unis, quand on a vu Trump contester, où est-ce qu'il s'est retrouvé devant les juges? Il a répondu devant les juges, on a jugé et on a finalement dit que bon, il n'y a pas de problème, il a appelé les citoyens américains. Mais ici, on continue de contester. Aujourd'hui, au Niger, hier, on a fini les élections, mais les résultats sont conteste, les résultats sont là, et puis le camp conteste. Donc, il est dans sa logique de contestation, il n'y a pas de problème. S'il peut revenir au Togo, calmement ici, et aller à la présidence de la République, demander à la Cour constitutionnelle qu'on n'a qu'à refaire les résultats et que le transfert du pouvoir soit pacifique à lui, là, tout le monde le soutiendrait. Est-ce que c'est possible, ce que vous avancez? Mais il dit transfert pacifique du pouvoir. Quand on dit transfert pacifique du pouvoir, c'est que vous êtes là, vous vous dites que vous avez gagné et que je veux prendre le pouvoir. Lorsqu'on veut transférer le pouvoir, il ne dit pas transfert de pouvoir à qui? C'est pas à lui. Bien sûr. Ah, si c'est à lui là, c'est pas dans un champ de maïs qu'on va rester pour crier transfert de pouvoir pacifique. Donc là, il faut arrêter cette pagaille. Il y a les élections, les échéances à venir qui sont là et que chacun, au lieu de se préparer en conséquence pour voir comment la popularité qu'il a et aussi aller de l'avant, si on se permet de contester comme on l'a fait avec Jean-Pierre Fabre pendant 5 ans, ça fait leur problème. Mais le transfert, le pouvoir, nous, les élections de 2020 sont déjà derrière nous, derrière les Togolais. On ne pense qu'au développement du pays. Donc il faut laisser la pagaille continuer. Moi, je ne suis pas... Alors, Tchaboré, ce mot pagaille, ça fait sourire un an après la présidentielle. Mais ce qui est marrant dans cette affaire, c'est que ceux de la dynamique Podo qui sont restés au pays ne tiennent plus ce genre de propos. La dernière fois, on a écouté Brigitte Adjamabo qui aujourd'hui parle du développement du pays. Mais celui-là qui n'est pas au pays réclame toujours sa supposée victoire. Non, lorsque vous êtes un observateur averti et quand vous lisez un peu les mouvements et vous lisez un peu le comportement de la dynamique Poduro, vous allez comprendre que en fait, il y a dissonance de voix. Même si les gens ne le disent pas ouvertement, il y a dissonance de voix. Il y a certains qui ont compris, il y a certains qui avaient vite compris que le chemin sur lequel
leur leader, ou bien M. Agboimé Kodjo, tentait de leur amener. C'était un chemin qui était non seulement chemin d'embûche, mais un chemin qui était jonché du mensonge. Ils ont compris et ils n'ont pas tenu ce langage-là jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains qui ont tenté de tenir ce langage-là, de s'allier avec le langage d'Agboimé Kodjo, mais à un moment donné, qui se sont rendus compte que non, attention, on était en train de nous tromper. Et ils se sont ravisés. Aujourd'hui, seul Agboimé Kodjo tient ce langage. Lorsque vous allez faire le constat, si ce n'est pas Agboimé Kodjo, c'est son protecteur, son mentor. Je vais parler de Monseigneur Kodjo. Et de son associé. Donc, oui, je pense qu'il faudrait vraiment faire attention. Et les Togolais l'ont compris. Voilà pourquoi, je te le dis, Anita, aujourd'hui, le 22 février 2020, derrière nous. Le Premier ministre l'a dit, Madame le Premier ministre l'a dit. Il y a un an de cela. Et c'était opportun pour qu'on revienne là-dessus, d'ailleurs, dans ma apparition. Bien sûr, on va en parler. Je vous laisse terminer votre analyse là et on enchaîne. Donc, vous comprenez que lorsqu'on dit qu'on a gagné une élection, on ne cessera jamais de le dire. Lorsqu'on dit qu'on a gagné une élection, qu'est-ce qui prouve qu'on a gagné une élection? Ce sont les procès-verbaux et c'est ça qui constitue la preuve. Lorsqu'on dit qu'on a gagné une élection, on ne nous donne pas la preuve de ce qui prouve qu'on a gagné cette élection. Je pense qu'il y a un problème. Depuis que M. Agboimé Kodjo estime qu'il a gagné la présidentielle du 22 février 2020, ni la presse, ni la communauté internationale, ni l'opinion internationale n'a été confrontée à la présentation des chiffres qui prouvent que M. Agboimé a gagné les élections. Et on est resté comme ça jusqu'à un an et on ne nous a pas présenté une seule preuve, ne serait-ce que même qu'un début de preuve. Je pense qu'il y a un problème. Il faut qu'on arrête même de parler de cela. Moi, c'est un débat sur lequel moi, je ne voudrais pas revenir. La preuve, c'est que dans mon analyse, certainement, on va y revenir. Justement, on enchaîne avec votre analyse et ce sera avec la une de votre journal, le Mania Libéré, qui est... Non, c'est le Messager, hein, excuse-moi. Le Messager qui est dans les kiosques depuis hier également à 250 francs seulement. Et à la une, on peut voir 22 février 2020, 22 février 2021, il y a un an, les Togolais élisaient fort. Oui, je pense que c'était opportun de revenir là-dessus. Avec les images du chef de l'État. Du chef de l'État qui saluait les militants de son parti. C'était opportun de revenir là-dessus parce que une élection dans un pays, de surcroît une élection présidentielle, c'est un événement très capital. Il faudrait revenir, on ne devait pas laisser, c'est-à-dire on ne pouvait pas laisser passer une telle date qui a marqué l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays où il fallait renouveler la magistrature suprême. Et c'est en cela nous sommes revenus dans notre papier pour dire comment est-ce que ces élections se sont déroulées, quel est le suffrage exprimé qui a conduit à l'élection de l'actuel chef de l'État ou du chef de l'État qui est en ce moment en fonction. Je vais parler de Faure Gnassingbé. Et nous sommes revenus dans cet article par rapport à ce qui a conduit les Togolais à faire confiance encore pour la troisième fois à cet homme. Alors, je reprends sur ce point. Qu'est-ce qui a conduit les Togolais à faire confiance? Vous savez, depuis l'arrivée du chef de l'État en 2005, le Togo, le pays, je ne vous apprends rien, le tissu social n'était pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Le tissu social était déchiré, économiquement nous avions des problèmes, le pays était à genoux, je ne vais pas dire complètement, mais également la réconciliation était... On avait problème au niveau de la réconciliation. Les fils d'un même pays ne pouvaient pas se parler. Mais depuis 2005 que le chef de l'État est arrivé, il a commencé par poser les jalons d'une réconciliation vraie, avec la mise en place de la CVJR, qui a fait un travail énorme, un travail exceptionnel, et qui a conduit les Togolais à la réconciliation. Et après la CVJR, nous avons vu qu'il y a eu le HCON qui a été mis en place aujourd'hui, qui continue de faire son travail. Donc déjà, c'était les jalons qui avaient été posés pour que les Togolais puissent se parler. Et nous avons vu que les Togolais se sont parlé. C'est vrai, on ne peut pas être totalement d'accord sur tous les points. Les Togolais se sont parlé et vous avez fondé la refonte
de l'économie, il y a un certain nombre de faits par rapport au plan économique qui démontrent que le chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, dès son arrivée au pouvoir, a essayé de mettre en place un système qui va essayer de résoudre ne serait-ce que la pauvreté, je ne vais pas dire, on ne peut pas éradiquer totalement, mais résoudre la pauvreté qui était vraiment un fait dans notre pays. Et la majorité des Togolais étaient pauvres, il faut le dire. Et le PIB, lorsque vous voyez le PIB par rapport à notre habitant, le PIB était tellement très bas. Donc, depuis 2005 à 2010, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il a pris le temps pour réconcilier les Togolais, il a pris le temps pour ramener les gens à se parler. Et ça a été un pari qui est gagné. Même si les gens ne sont pas d'accord, parce que nous sommes des êtres humains, on ne peut pas être d'accord sur tout. Et de 2010, effectivement, à 2015, il a mis maintenant son action, c'est-à-dire que son projet de société, son vrai projet de société en place, avec la création de plusieurs structures pour aider les couches les plus défavorisées. Nous en avons vu la mise en place du FNFI, la mise en place de plusieurs structures. Aujourd'hui, les témoignages nous prouvent que le chef de l'État actuel avait bien vu. Et de 2015 à 2020, il a accentué cette politique. Vous avez vu, ne serait-ce que la mise en place de ce PND, vous avez vu les classements que nous avons eus avec la Banque mondiale par rapport aux réformes qui ont été faites, les réformes économiques, par rapport aux changements. Sur tous les plans, nous avons eu des bons, nous avons eu des classements, nous avons eu des félicitations. Alors, avec tout cela, je pense que les Togolais, cette personne. Les Togolais ont bien vu de se dire que non, nous pouvons quand même continuer par faire confiance à cette personne parce qu'elle nous a apporté beaucoup de choses. Faure Gnassingbé n'était pas seul en lice. Il y avait plusieurs autres candidats, dont le malheureux qui continue également toujours par contester. Et donc je ne veux plus, il faut appeler son nom. Oui, je ne veux plus. Après Mekodjo, je ne veux plus revenir là-dessus parce que moi je dis, il ne faudrait pas continuer par lui faire une publicité. C'est fini. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire que, comme on a souvent l'habitude de dire, le chien aboie, la caravane passe. Les Togolais sont en train d'avancer, le Togo avance. Même avec la crise sanitaire, vous avez vu qu'il y a eu un certain nombre de classements qui a conduit le Togo au premier rang par rapport à un certain nombre de situations. C'est dire qu'il faut aller au travail. Il faut cesser la démagogie. Il faut cesser la pagaille et aller au travail. Et c'est ce que le chef de l'État actuel est en train de dire. Donc, c'était quand même bien de revenir là-dessus pour dire ce qui a conduit les Togolais à continuer par faire confiance à Faure Gnassingbé. Et c'est ça. Nous espérons, que ce travail va être continuel au niveau du chef de l'État pour que les Togolais puissent quand même... Et de son gouvernement. Pour que les Togolais puissent quand même continuer par lui faire confiance. Faire confiance à nous. Il reste encore 4 ans. Et on espère que ce qui était contenu dans ce projet de société va être déroulé pour permettre à tout Togolais d'être satisfait. C'est vrai, il faut le dire, il ne peut pas tout faire. Parce que je le dis, partout où je suis passé, le trou qui était là était un trou trop béant. Avec la rupture de la coopération dans les années 90, avec tout ce qui s'est passé sur le plan économique, c'était un trou trop béant. Et pour le remplir, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut beaucoup de travail. Oui, il faut beaucoup de travail. Mais je crois que le chef de l'État actuel, il aura beaucoup fait, avec beaucoup d'initiatives qui ont été prises et qui ont permis de réduire un tant soit peu l'écart de ce trou-là qui était là et de réduire aussi la pauvreté dans notre pays. Alors, c'est un article consistant qu'il faut lire à la page 3 du Mania libéré du Messager. C'est quoi avec cette histoire de Mania libéré du Messager paru hier sur le site? L'article est déjà sur le site. L'article est déjà sur le site, donc tout le monde, le www.lemessageractu.com, tout le monde peut aller le lire. Et également le format numérique, si vous avez envie d'avoir le format numérique, appelez le 93 49 45 45. 93 49 45 45 et on vous met en contact avec le directeur de publication du journal Le Messager. Abbas, un mot à dire par rapport au bilan de la première année de gestion du chef de l'État, de ce mandat-là, avant qu'on passe à autre chose rapidement. Le mandat a été un peu secoué par la crise sanitaire.
Il faut le dire. Ah oui. Il a prêté serment. Puisque son mandat, la contestation n'en a même pas tenu compte, c'est qu'il faudrait lutter, affronter cette crise sanitaire-là qui a mis l'économie du Togo et l'économie du monde entier même par terre. Lui-même, il l'a dit dans son message à la nation le 31 décembre 2020. Et vous avez vu les actions qu'il a menées en faveur des populations pour au moins faire affronter cette crise sanitaire avec le programme Novici qui a commencé actuellement dans la région des Savanes. Oui. Donc tout ça là, si il n'y avait pas cette crise, je pense que on aurait dépassé même, on aurait même plus, en un an de son règne, de son mandat, au moins beaucoup de choses auraient pu être réalisées, puisque pour ce mandat, la première année de son mandat, c'est spécialement consacré à lutter contre le coronavirus avec tous les dispositifs, tous les moyens qu'il a mis en place, malgré la fragilité de notre économie. Il fait tout pour maintenir le plan. Et à chaque fois, on a constaté qu'il veut être sur tous les fronts pour affronter cet ennemi invisible. Et il a mis toutes les mesures possibles pour que au moins le Togo soit le premier à être. Quand vous prenez le classement qui a été fait la dernière fois, nous sommes mieux classés, mieux lotis dans la lutte contre cette pandémie. Même sur le plan mondial. Oui, au plan mondial, en Afrique et dans la sous-région ici, nous sommes lotis. C'est grâce à ces actions qu'il a menées pour que cette maladie-là ne puisse pas se propager. Donc je pense qu'en un an, c'est ce qu'il a pu faire pour faire front à cette maladie. Donc l'économie est en train de lutter également pour qu'au moins l'économie reprenne sa place. Et puis le développement, avec la mise en place des projets d'électrification, adduction d'eau dans différentes localités, il n'y en avait pas. Je pense que sur le plan social, il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire. Et on espère que ça va continuer. Tchaboré, nous allons enchaîner avec la une du Messager paru le 17 février dernier avec l'affaire Petrolgate. Maître Eric Sosa qui dit rien que des affabulations. Tchaboré. Oui. Si la régie le permet, on va voir les images du Messager du 17 février dernier. Oui, un peu. Non, c'est pas à ce niveau. Vous montez un peu. Oui, en attendant, allez-y, Tchaboré. Oui, je pense que c'était opportun de venir là-dessus. C'était un reportage que nous avons fait par rapport à la conférence de presse de la famille Adjakli dans cette histoire que nous avons nommée Petrolgate, où tout le monde le connaît, qui est au-dessus de tous les Togolais. Le Petrolgate, vous le savez, c'est lié à la manière dont la commande des produits pétroliers est faite dans notre pays. Et il y avait un journal, un de nos confrères qui avait dénoncé, estimant qu'il y avait la famille Adjakli qui s'était abreuvée de la somme de plus de 500 milliards, je crois bien, plus de 500 milliards. Et aujourd'hui, la famille a porté plainte par rapport à cette affaire, et c'est une affaire qui est pendant devant la justice. En premier instant, je crois que le confrère a été condamné et il a fait appel. Donc, bien avant que la cour d'appel ne se prononce, je pense que il y a eu déjà même un report. Ça a été reporté au 12 mars prochain parce que l'appel qui a eu lieu, les avocats de l'autre partie n'y étaient pas. Donc la cour d'appel a dû reporter le procès ordinaire. Et c'est dans la foulée, que les avocats de la famille Adjakli a fait une conférence de presse, a fait une sortie pour dire ce qu'il en est exactement par rapport à cette situation. Et justement, nous avons fait le reportage et Maître Sosa, qui est l'avocat principal de cette famille, a dit que tout ce qui a été dit pour accuser ses clients, c'était basé sur du mensonge. Et nous avons fait que reporter ce que les propos de Maître Eric Sosa. Sport pour terminer ce soir avec la une du Mania Libéré. Ce titre-là, le recadrage de la FTF fait grincer les dents. Abbas.
C'est quel recradage qui fait grincer les dents au sein de la Fédération togolaise de football? Ce n'est pas au sein de la fédération, mais au sein des clubs, si je comprends bien. Au niveau des clubs. La reprise des championnats est annoncée pour mars prochain. Je crois le 23 dans quelques jours. Le 23 mars, ça va démarrer. Donc le chronogramme a été déjà mis en place. Mais avant la reprise, il faudrait que les équipes s'entraînent, s'enregistrent et puissent avoir des joueurs à au moins faire le truc sur le niveau de leurs joueurs. Et c'est ce que les clubs ont commencé par faire. Il y a eu des recrutements qui sont en train d'être faits. Il y a des transferts de joueurs qui se font aussi. Mais il faut jauger la qualité et le niveau des équipes avant de commencer le championnat. C'est ce qu'au niveau de certains clubs, on est en train de faire, c'est-à-dire que les entraînements ont commencé. Et certains clubs même initient des matchs amicaux pour jouer. Mais pour jouer un match ou bien faire un entraînement, il y a des dispositifs des mesures que la FTF a mises en place pour que les gens ne soient plus contaminés. Donc c'est dans ce cadre que quand les gens organisaient des matchs amicaux sans respect des mesures barrières, c'est là que le secrétaire général, le nouveau secrétaire général Chris a sorti un communiqué pour recadrer les clubs, pour leur dire vous ne pouvez pas organiser des matchs amicaux sans le respect des mesures barrières. Ou soit, avant d'organiser un match... Comment respecter les mesures barrières sur le terrain? Pas sur le terrain. Pas sur le terrain, c'est-à-dire avant de faire un match, on fait les tests d'abord. Vous présentez les résultats des tests. Le test est à 20 000 par personne. Hein? Oui, test, vous présentez ça au secrétariat de la FTF et on vous autorise à jouer. Mais voilà que les matchs amicaux s'organisent sans ces tests-là. Il a demandé qu'une équipe qui va organiser un match amical doit présenter le test 3 jours avant. Donc, ceci a fait que c'est le recadrage qu'il a fait en leur demandant des tests d'abord, sinon les clubs seront sanctionnés. Donc, c'est ça qui fait que les autres disent, au niveau des clubs, on ne peut pas aller à un championnat, commencer un championnat sans pouvoir faire les entraînements, juger le niveau de nos joueurs. Aujourd'hui, cette information, ce communiqué du ministre, du secrétaire général de la FTF est en train de porter un peu un coup dur au niveau des clubs qui disent qu'ils ne savent pas. Alors que quand vous prenez, pour faire un test, c'est 20 000 francs. 20 000 francs par joueur. Si vous voulez jouer, bon, ça fait 18 joueurs ici, 18 joueurs là-bas. Et vous calculez ça. Donc, ils disent, est-ce qu'on va encore augmenter les moyens au niveau des clubs pour que la fédération va leur donner beaucoup plus de moyens pour qu'ils puissent soutenir ça. Sinon, il n'y aura pas de match amicaux avant la reprise du championnat. Or, c'est ce qui n'est pas normal. C'est seuls, certainement, ceux qui ont les moyens qui pourraient organiser ces matchs amicaux, puisqu'ils disent qu'à la reprise du championnat, chaque joueur, chaque club doit présenter les tests d'abord, comme ça se fait en Europe et un peu partout. Mais c'est à chaque match. Hein? C'est à chaque match. C'est à chaque match. C'est pour cela que nous avons appris que la fédération a augmenté au moins le budget des clubs pour cette année. Donc à chaque match, il faut un test pour chaque joueur pour voir si les résultats, c'est pour éviter la compétition. Voilà, Tchaboré, parlons de moyens. Il y a les matchs amicaux, il y a les rencontres qui sont normalement préparées par la FTF. Est-ce que vous pensez que les clubs ont suffisamment de moyens pour qu'à chaque fois ils fassent les tests là? Parce que c'est à 20 000 francs par personne. Oui. On ne sait pas que d'ici là, on pourra diminuer le prix ou quoi. Non, je pense que si les dispositions, si la mesure a été prise, je pense que les responsables de la FTF savent ce qu'ils font. Et ils savent que c'est possible quand même de faire les tests. D'ailleurs, le confrère vient de dire quelque chose tout à l'heure, qu'il y a une augmentation du budget pour cette année. Donc, on espère que cela va suffire pour qu'à chaque match, qu'on ait des tests. Mais c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Si la FTF a exigé à ce que les tests soient faits, c'est parce que la FTF estime qu'il y a les moyens pour que les gens puissent passer à ces tests. C'est vrai, vous savez qu'au niveau de la FTF, c'est une subvention qu'on fait aux clubs. Mais les clubs eux-mêmes
en principe, doivent se doter d'un budget autonome avec leur staff pour travailler. Et c'est ce qui se fait un peu partout. Donc, la FTF, c'est vrai, ne peut pas subventionner la totalité de ce qui se fait, mais déjà avec l'augmentation des budgets que nous avons vu, j'ai vu le confrère l'a relaté, c'est déjà un pas pour permettre à ces clubs-là de pouvoir jouer ce rôle-là, de pouvoir aller au texte, ce qui va permettre quand même d'avoir la sérénité dans les championnats, d'avoir la sérénité avec la reprise du championnat dans les matchs amicaux qui sont en vue. C'est des règles, et ça, ce que dit même les responsables de la FTF, c'est une règle qui a été prise au niveau des plus hautes instances. Parce qu'on le voit dans les championnats européens. Justement. Aujourd'hui, telle personne joue, demain la personne ne joue pas, on vous dit qu'elle a le courant. Ça peut arriver. Mais toujours est-il, il faut quand même suivre les directives, faire les textes, et si après, on se rend compte qu'il y a au niveau au sein des joueurs ou bien au sein du staff technique qui a été infecté, on peut quand même remonter et voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais toujours est-il qu'il faut le faire. Et moi, je suis d'accord avec la décision du secrétaire général du FTF qui dit qu'il faut le faire, sinon les gens seront sanctionnés. Parce qu'on ne peut pas laisser libre cours aux gens de faire ce qu'ils veulent. Peut-être qu'avec l'arrivée du vaccin, ils feront partie des C'est vrai, l'arrivée du vaccin, on le dit. Si tu le permets, je vais revenir même par rapport à la question parce que de l'autre côté, à la question que tu posais à notre confrère pour dire qu'avec l'arrivée du vaccin, est-ce que les mesures barrières sont nécessaires? Je pense que trop de viande ne gâte pas la sauce. D'ailleurs même, il faudrait encore accentuer les mesures barrières, accentuer même les mesures barrières, quand bien même le vaccin est là. Nous sommes peu, on n'est que 8 millions d'habitants. Si vraiment, en plus du vaccin, nous acceptons quand même de suivre les mesures barrières, de respecter les mesures barrières, je pense que le pays peut s'en sortir. Merci à vous, El Hadj Chaboré Bourema, d'avoir participé à cette émission. Abbas, merci à vous également d'avoir participé à cette émission, chers téléspectateurs. Ce sera donc fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous mardi à partir de 10h. Au revoir.